Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. C'est quoi ce bruit de verre? Oui, il y a une cruche sur la table. Non, c'est une chope. On est une chope, C'est une chope, oui. Alors qui est quoi au menu? Enfin, il y a une chope et une cruche à table, je vous laisse choisir qui est qui. Je reçois Louis-Philippe d'Alembert, qui est un écrivain haïtien qui publie Mur Méditerranée. C'est un roman sur le destin de 3 réfugiés. On les suit de leur maison jusque dans leur périple clandestin et 3 petits points en Méditerranée. Bien, je viens d'entendre les 4 pop de aussi. 17h. Vous écoutez France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Emmanuel Macron est actuellement au congrès des maires à Paris. Le chef de l'État promet de nouvelles mesures pour lutter contre le communautarisme. Il dit non aussi aux listes communautaires pour les prochaines municipales. Les maires attendent aussi du chef de l'État et surtout de l'aide, une reconnaissance, car être maire aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus complexe et parfois même dangereux. Ainsi, 2 hommes de 26 et 35 ans ont été condamnés aujourd'hui à 4 mois de prison ferme à Dijon. Au printemps dernier, ils avaient menacé l'adjoint au maire de Jalange au sud de Dijon après que ce dernier leur ait demandé de quitter une aire de jeu sur laquelle il faisait du rodéo en voiture. L'adjoint au maire a trouvé refuge à l'époque dans la mairie. Un élu doit être mieux protégé, explique Maître Audard, son avocat. Nous constatons qu'effectivement il y a une prise à partie des élus et y compris là d'un bâtiment municipal, en l'occurrence une mairie, pour régler un compte parce qu'on s'estime victime de je ne sais quelle injustice. Donc j'ai pu rappeler qu'un élu, il tire sa légitimité de son élection et il doit à ce titre être respecté parce qu'il n'est pas au-dessus de la société, en dehors de la société, il est avec la société pour y incarner les vertus d'intérêt général. Et c'est protéger la société que de protéger les élus. Et il est normal que ces faits ne soient pas banalisés et je me félicite que le parquet ait pu assurer des poursuites et que le tribunal ait pris le temps d'entendre pleinement cette affaire. Des propos recueillis par nos confrères de France Bleu à Dijon. Qui travaillera le 5 décembre prochain? C'est à se demander tant les appels à la grève et aux actions contre la réforme des retraites se multiplient. Ainsi, plusieurs syndicats de police, dont Alliance et UNSA Police, appellent aujourd'hui à des actions si le gouvernement ne répond pas à leurs revendications. Le blocage de l'université Bordeaux-Montaigne a été levé aujourd'hui. Les étudiants protestaient depuis hier contre la précarité. Ce matin, Frédérique Vidal a refusé d'augmenter les bourses, mais la ministre de l'Enseignement supérieur a promis la mise en place d'un numéro vert avant la fin de l'année. Sur les 5,7 milliards d'euros consacrés aux aides étudiantes, il reste actuellement une quinzaine de millions d'aides d'urgence non consommées. Les colonies israéliennes ne sont pas contraires au droit international. Cette phrase prononcée hier par Washington suscite encore aujourd'hui de nombreuses réactions. L'ONU, par exemple, n'apprécie pas et rappelle que ça ne change rien à la législation actuelle. Les Nations Unies considèrent toujours ces implantations comme illégales. Colère également côté palestinien qui estime que l'administration Trump est une menace pour la paix internationale. Mais force est que de constater, côté colon israélien, qu'on apprécie les mots de Washington, à l'image de Shraga Alain Boloum. Il est journaliste indépendant, il vit depuis 2006 dans la colonie d'Ephrate, en Cisjordanie, entre Jérusalem et Hébron. Cette déclaration américaine va, selon lui, dans le sens de l'histoire et de la religion, et il est assez catégorique sur le sujet. C'est vraiment un tournant majeur qui fait suite aussi aux autres reconnaissances par l'administration Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël, le transfert de l'ambassade, la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan. Ces régions-là sont le berceau du peuple juif, même s'il y a des personnes qui habitent là-bas qui ne sont pas juifs. Ça, on ne le lit pas, il y a une réalité sur le terrain. Ils n'ont pas le droit à leur pays, à leur État? Tout d'abord, historiquement, le peuple palestinien est une invention. Il n'y a jamais eu de peuple palestinien ni d'État palestinien dans l'histoire. La solution devrait être trouvée par une autonomie assez élargie pour la population qui habite là-bas, mais que la souveraineté doit être israélienne, le contrôle de sécurité doit être israélien jusqu'au Jourdain. Évidemment, il n'est pas question de transférer des populations, mais en tout cas, ces territoires qui sont disputés, aujourd'hui, nous voyons que évidemment le sens de l'histoire va dans un sens positif pour nous, puisqu'enfin les États-Unis reconnaissent que les Juifs ne sont pas des étrangers là-bas. Des propos recueillis par Frédéric Mettezo. La loi d'orientation des mobilités, elle arrive au Parlement ce soir pour sa dernière ligne droite, le vote solennel. Ce texte entend améliorer les déplacements quotidiens des Français tout en intégrant les enjeux environnementaux. Une enveloppe de 13,4 milliards d'euros doit être affectée jusqu'en 2022 au développement d'infrastructures. Priorité sera donnée notamment à l'entretien du réseau existant et un objectif, la fin de la vente de véhicules à essence ou diesel d'ici 2040. Prévu également
la mise en place de forfaits mobilité qui doit permettre aux employeurs de verser jusqu'à 400 € par an à leurs salariés se rendant au travail en covoiturage ou à vélo. À 10 mois des Jeux Olympiques de Tokyo, ou presque, voilà qu'il affiche mal pour l'athlétisme français. On l'apprend aujourd'hui, la fondeuse Ophélie Claude Boxberger, membre de l'équipe de France, a été contrôlée positive à l'EPO. C'était en septembre dernier. Ophélie Claude Boxberger officie aux 3000 mètres steeple, Louis de Bergevin. Un contrôle qui remonte au 18 septembre dernier, il y a 2 mois, peu avant son élimination aux mondiaux de Doha en série du 3000 mètres steeple. Ce contrôle, la FLD, l'Agence française de lutte antidopage, le signale il y a 1 mois au pôle santé du parquet de Paris qui ouvre une information judiciaire le 14 octobre pour détention et utilisation de substances vénéneuses. Cette nouvelle affaire tombe au plus mal pour l'athlétisme français. La marathonienne Clémence Calvin doit s'expliquer demain. La FLD lui reproche de s'être soustraite au début de l'année à un contrôle antidopage inopiné au Maroc. Un autre athlète français, Morad Amdouni, est visé lui par les révélations d'une chaîne allemande. Le champion d'Europe du 10 km l'an dernier aurait échangé sur la messagerie WhatsApp avec un fournisseur de produits dopants. Son entraîneur a annoncé hier qu'il mettait fin à leur collaboration. Louis de Bergevin, réaction aujourd'hui de Kevin Mayer, le champion du monde du décathlon. Ça me rend fou, mais c'est bien que ça sorte. Cela prouve qu'on va vers un sport plus propre. 17h06, c'est propre et net sur Inter. Ce soir, sur France Inter, la voix de Leonard Cohen dans Very Good Trip. 21h, Mishka Asayas. Nous lirons dans son âme à livre ouvert grâce au témoignage de la femme qu'il a sans doute le mieux connue, sa biographe Sylvie Simmons. Very Good Trip. Sincerely, El Cohen. Ce soir, sur France Inter, à partir de 21h. Méné. Allez, c'est moi qui t'emmène, on part en montagne. Non, viens, on fait un tour en ville. C'est beau une ville la nuit. Imagine, 4 roues motrices sur la neige. Mais profitez de mon silence. De mes kilomètres illimités. De mes 0 émissions. Je sais que tu es électrique, mais moi, je suis fun à conduire. Je suis fun à conduire. Mettez fin au débat. Mini Countryman hybride rechargeable, un moteur thermique, un moteur électrique et une technologie qui les réconcilie pour vous. Affirmez votre côté hybride. Méné. Et vous savez quoi sur France Inter? C'est par Jupiter. Mais non. Mais c'est maintenant. On n'est pas prêts. Oh là là. On joue bien. Écoutez, si les auditeurs sont prêts, c'est l'essentiel. C'est dans l'actel. Voilà. Merci Laetitia. Voilà, n'en ajoutez pas de la pub, on en a déjà trop. Merci Laetitia Gaillet pour les informations. Le prochain point, comme on dit dans le jargon, ce sera bien sûr à 18h. En attendant, c'est à nous. 11h, devant la machine à café. Salut les PNQ. Ah non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le jour pour dire salut les peignes. Écoute, là, on sort juste de la lecture du livre de notre invité. Magnifique. Mur Méditerranée, Louis-Philippe d'Alembert. Écrit dans une langue, mais sublime. Et il a remporté le prix de la langue française pour ce livre. Alors ça suffit, les PNQ, les abus de langage à tout va. Là, on relève le niveau. On s'élève un peu, Guillaume. Alors, tu refais ton entrée. Bon, je refais l'entrée. 11h01, devant la machine à café. Salut les meufs. Sérieusement? Quoi, qu'est-ce qu'il y a là? Mais c'est trop familier, là. Et c'est sexiste. Donc voilà, tu recommences. Je recommence. 11h02, devant la machine à café. Salut, chère consoeur. Voilà. Allez, hop, au travail. Allez, on se sort les doigts du cul, on y va. Non, mais tu peux pas t'en empêcher, en fait, c'est ça. Non, mais sérieux, t'as un tic de langage, voire t'as un toc. Mais ça va, on est à la machine à café, c'est pas comme si on était à l'antenne. Aujourd'hui, pour l'antenne, note, t'arrêtes avec les culs. Synonyme, arrière-train, séant, postérieur. Tu crois que tu peux y arriver? Oui, ça va. Je crois pas, là, regarde, tu l'as tout perturbé. Et cul par-dessus tête. Elle a dit cul. Elle a dit cul par-dessus tête, donc cul par-dessus tête, y'a cul. Bonjour la France Inter. Salut les jeunes. Vous êtes à l'écoute de Fréquence Start-up, la jeune pousse de la bande FM, j'ai envie de dire. Voici la devise du jour. Mieux vaut squeezer la deadline que jamais. Voici l'ordre protocolaire des sujets. Dans le concert des contestations tout autour de la planète, Haïti n'est pas en reste. Tout le pays est bloqué. La rue se soulève depuis 2 mois et demi, voire plus, pour exiger le départ du président. Hier, lors des commémorations de la bataille pour l'indépendance, il n'a d'ailleurs pas osé montrer le bout de son nez. Oula! Pas le pire les enfants. Moi je vous préviens, c'est 5 minutes montre en main.
Nous donner à voir ce qu'on appelle les migrants autrement, c'est par exemple ce que fait le Midi Libre, en nous racontant les retrouvailles assez miraculeuses entre un jeune Ivoirien exilé à Montpellier et le médecin qui l'a soigné à son arrivée à Lampedusa. Tout ça dans le contexte d'un festival de cinéma. Ah, la magie du cinéma. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. C'est cela, oui. L'état d'une civilisation se mesure aussi à l'état de ses latrines. C'est pourquoi cette journée mondiale des toilettes est plus sérieuse que son intitulé. Question de survie pour les 3/4 de la planète. En Occident, les articles de presse nous mettent en garde sur l'utilisation du smartphone au petit coin. Dis-moi, ma chérie, oui, je voulais te demander, selon toi, à partir de quel moment on considère qu'une constipation s'aggrave? Pas de transition entre les sujets. Non, le ça ne peut pas de transition. Et pas avec moi non plus. Et voici celle qui connaît le tiercé gagnant de la chronique, Juliette Arnaud. Avec une équipe aujourd'hui de grands voyageurs, celle qui est née loin et qui chaque semaine vient de ce même loin jusqu'à nous. Elle est née tout à côté d'un charmant petit village de l'Oise au nom prédestiné, non je n'invente rien, à côté d'un petit village appelé Cuise-la-Motte. Constance. C'est vrai. Bonjour à tous. Donc vous l'avez dit, aujourd'hui c'est la journée mondiale des toilettes. Donc je vous propose une chronique bien torchée. Oh, ça c'est beau. Enfin, ensuite, celui qui piste le chaland, micro au point, semelle au vent, le week-end dernier à Vesoul, le week-end prochain à Marseille, une pierre qui roule et qui ne voit pas plus les frontières territoriales que cette fine ligne entre bonne et mauvaise foi. Guillaume Meurice. Bonjour à tous. Moi, je suis allé ce matin au grand congrès des maires de France. C'était super et j'ai rencontré des élus plein d'ambition. On est parti d'en bas et puis on n'est pas monté bien haut. Voilà, l'ambition française. Enfin, on ne se fiera pas à son déguisement de marquise de Saint-Germain-des-Prés. En vrai, c'est l'émissaire du pays des Cévennes, répandant en loose day la doxa protestante calviniste, Clara Dupont-Moreau. Bonsoir. On va parler du livre de notre invité. Car voici celui qui a eu l'inconscience d'embarquer avec nous et je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Louis-Philippe d'Alembert. Il est là. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud. Première fois que nous recevons un Louis-Philippe. Cher Louis-Philippe d'Alembert. Moi aussi. C'est le dernier. Louis-Philippe d'Alembert, vous êtes romancier, vous publiez Mur Méditerranée chez Sabine Vespizer, éditeur. C'est un roman à valeur documentaire, nous dit Clara Dupont-Moreau. Et en effet, nous suivons 3 femmes depuis leur foyer, depuis leur maison, jusque dans le bateau qui doit les amener en Europe. On accompagne chacune durant tout leur trajet clandestin. Il y a Dima, la Syrienne, qui fuit la guerre, Shoshana, la Nigériane, qui fuit la sécheresse, Semar, l'Érythréenne, qui fuit la dictature. Elles ont chacune 3 religions différentes, 3 personnalités très différentes, mais elles sont réunies dans le même bateau, enfin dans le même rafio, on va dire, l'une sur le pont, les 2 autres dans la cale, parce qu'il y a une première et une seconde classe, même en enfer. Voilà pour la partie fiction, romanesque. Mais c'est un roman inspiré du sauvetage de réfugiés par un pétrolier danois en juillet 2014. Et vous avez recueilli beaucoup de témoignages et enquêté pour écrire cette fiction. Alors d'abord, Louis-Philippe d'Alembert, comment est-ce qu'on fait pour décrire ce qu'on peut appeler des camps tenus par les passeurs en Libye, le fond de la cale d'un ferry tout pourri qui menace de rompre à chaque vague, la promiscuité, la baston des vagues, la puanteur, la mort, la férocité. Je dirais presque dans quel état se met l'écrivain pour réussir à décrire tout ça. Oui, c'est très difficile. Dans quel état? D'abord, il faut avoir du rhum à côté de soi. La base. Oui, parce que n'oubliez pas, je suis d'Haïti, donc forcément, c'est là où il y a le meilleur rhum de la Caraïbe, donc du monde. Il faut se donner du courage, je voulais dire, pour écrire justement, ça. Et puis, voilà, j'ai été sur place, comme vous avez dit, j'ai beaucoup parlé à des réfugiés. À Lampedusa. À Lampedusa, donc à des gens qui ont eux-mêmes qui travaillent avec les réfugiés depuis plus d'une dizaine d'années. Et à partir de là, je me suis aussi mis en condition, j'ai envie de dire, parce que je suis, comme beaucoup de Caribéens, je ne sais presque pas nager. Donc j'ai un rapport difficile à la mer. Donc j'ai été, j'ai envie de dire, jusqu'au fond de moi pour essayer de trouver
peur que ces gens-là pouvaient ressentir, ceux qui sont enfermés au fond de la cale. Ah oui. Et vous la transmettez parfaitement, hein, c'est sûr. Clara Dupont-Moreau. Oui, il y a une scène dont on parlait tout à l'heure, la scène de Sabrata en Libye, qui est une espèce de gigantesque entrepôt dans lequel on parque les réfugiés féminines et les passeurs et les gardes se servent en fait pour violer l'une. Parfois, il y en a une qui rentre pas. Ils la louent aussi à leurs amis. Mais ça, à un moment, tout le passage, on en parlait avec Juliette et Charline tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement fort, comme vous décrivez ça. Là aussi, vous êtes allé sur place ou comment vous avez fait pour vous documenter à ce point ? Non, je n'ai pas été sur place. J'ai beaucoup lu, j'ai écouté aussi beaucoup de reportages. Et puis, je dis souvent que j'ai eu une chance formidable pour écrire ce roman. J'ai été élevé par des femmes, tout simplement. C'est-à-dire, ma vision du monde est complètement féminine. Ce qu'elles ressentent parfois, je pense pouvoir le ressentir. Je n'ai pas grandi avec un père que j'ai pas connu, qui est mort, j'avais quelques mois. Donc, dès le départ, je n'ai pas de figure, j'ai envie de dire, paternelle dans ma représentation du monde. Donc, ce que ressentent les femmes, c'est ce que je ressens moi-même, hein, en fait, au fond. Et c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été difficile pour moi de me mettre dans la peau des femmes. J'ai été élevé par ma grand-mère, par ma mère. Avec mon frère aîné, on appelait ma grand-mère la générale. Donc, c'est elle qui commandait. Donc, du coup, pour moi, ça a été d'une certaine façon assez simple. Et aussi, j'ai envie de dire, bon, un peu, même si c'est peut-être pas le lieu de l'émission, j'ai été très tôt militant féministe, en fait, quand j'avais 18-19 ans déjà en Haïti. Et là, vous allez emballer Juliette direct. Ah oui, c'est vrai. Je ne savais pas du tout. Et c'est quoi militant féministe en Haïti à cette époque-là ? C'est un pays assez paradoxal quand même. On est dans une sphère, donc c'est l'Amérique latine, hein, Haïti, donc avec beaucoup de machos, mais en même temps avec des femmes qui sont très très fortes, j'ai envie de dire, et des femmes qui du fait de l'histoire du pays, ont l'habitude de porter la société sur leur dos. Ce sont ce qu'on appelle en créole le potomitan, un peu la pierre angulaire de la société. C'est sur elles que repose une bonne partie de la société, et malgré tout, elles sont victimes, justement, de tout ce qu'on sait, tout ce qui se passe dans le monde, et en même temps. Donc, très tôt, j'ai fait partie du mouvement féministe haïtien. Et à partir de là, j'ai pris conscience encore plus que l'éducation, je recevais déjà à la maison, en fait. Mais même au-delà de leur force, parce que les trois personnages féminins sont des personnages effectivement assez costauds. Ce que vous racontez sur ces femmes, c'est leur capacité à se lier les unes aux autres et à pratiquer la solidarité entre elles. La relation entre Semar et entre Shoshana, l'érythréenne et la nigériane, vous décrivez comme une maman koala avec son petit. Et parfois, quand on parle des femmes, c'est pour raconter leurs disputes. Et là, vous racontez au contraire ce que ça peut être la force d'une amitié. Ouais, d'une grande amitié féminine. Oui, la force, mais en même temps, elles ne sont pas toutes des saintes non plus. Quelqu'un comme Dima, par exemple, ne l'est pas non plus. C'est-à-dire, donc j'essaie d'être le plus objectif possible en me mettant dans la peau de chacun des personnages, d'être en empathie avec les personnages. Dima, par exemple, la Syrienne, elle veut pas monter dans le même rafio que les deux Africaines. Ça, c'est la réalité aussi, donc vous n'êtes pas allé vers l'angélisme. C'est-à-dire ces questions-là, vous les abordez de front aussi dans le roman. Ah oui, parce que on oublie souvent, quand on parle de la traite, on parle souvent de la traite occidentale que tout le monde connaît, mais on oublie la traite orientale et ce que ça a laissé comme conséquence dans les rapports humains entre, j'ai envie de dire, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne, par exemple. Et tout ça s'emporte dans le voyage clandestin tout à fait. de ces personnages. Autant vous dire qu'on a adoré ce roman. Je pense que vous l'avez senti dans la façon dont on interroge aussi Louis-Philippe d'Alembert. On va donc pouvoir y revenir. Je rappelle que c'est un roman, donc c'est de la fiction. Donc il y a aussi une histoire haletante. Donc ça s'appelle Mur Méditerranée. Beau titre, hein. Ouais. Chez Sabine Vespizer, éditeur. Je rappelle que vous avez reçu le prix de la langue française le mois dernier, que vous êtes arrivé deuxième derrière Karine Thuil au prix Goncourt des lycéens. Les jeunes ont donc bien c'est mon côté Poulidor. Ah voilà, le poupou de la littérature est avec nous. Jusqu'à 18h sur France Inter.
Even if I try to change it, I can't. My memory's cold on you. Even if I try to think of something new, I can't. The one of you, I'm not feeling on my mind, feeling on the day. There's only one thing I can be certain, it's true. I'm so good on you, 'cause I'm so good on. I'm so good up on you. I'm so good up, baby. I'm so good up on you. Oh, every time I try to take it, but I can't. It's impossible to do. Even if I try to break it, no, I can't. A broken memory of you. I've been to 100 cities, and I know where I am. I'm back in the same direction again and again. Oh, baby, you're making me crazy. You always on my mind. You always on my mind. Yeah. Cause I'm so good. I'm so good up on you. I'm so good. I'm so good up on you. Les Teskey Brothers sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Il est 17h21, voire 22. À Strasbourg, quasi 22. Limoges, à Lille, à Tourcoing, à Amiens. Vesoul aussi, je crois. Vesoul, Ouais. évidemment. Oui, évidemment, Vesoul. Qu'est-ce que Notre vous avez contre invité, Vesoul Rien, au contraire. Bagarre. Louis-Philippe d'Alembert est avec nous, romancier qui publie Mur Méditerranée. Pour l'entourer, Juliette Arnaud. Constance, Clara, Guillaume. Ouais. Paris. Allez. Et de la news en veux-tu, en Oh voilà. là là. Moi, je suis socialiste. Et je l'assume. Le journal de presque 17h17. En même temps, d'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera de l'état de la gauche. À l'occasion d'aborder le douloureux sujet du coma artificiel. On parlera aussi de Frédéric Becbédé. À l'occasion d'aborder le douloureux sujet du coma éthylique. Et enfin, on fera un point sur l'affaire Polanski. À l'occasion d'aborder le douloureux sujet de l'euthanasie artistique. Et on commence avec l'actualité politique. Oui, enfin avec le PS, Parti Socialiste. Jean-Christophe Cambadélis se dit prêt à participer à la reconstruction de la gauche. Ce qui pose une vraie question, quel est le con qui a demandé son avis à Cambadélis? Eh oui, ça on ne sait pas, mais il faut arrêter ça. Hein. Sinon un jour, je sais pas, Jean-Pierre Raffarin sera invité de la matinale Oh là là, d'Inter. mon Dieu, n'en parlez pas. On enchaîne. Allez, on enchaîne avec les élections municipales à Lyon. Pour sa campagne, Gérard Collomb utilise une photo datant de 2013. Il a bien fait de se rajeunir, GG, puisqu'en 2013, il avait seulement 95 ans. Municipal encore, mais à Paris, cette fois, Benjamin Griveaux déclare dans Le Figaro, je le cite, « Je suis en train de bâtir une relation charnelle avec les Parisiens. » Oh là 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 là, putain, ça m'excite. J'ai un début d'élection.
C'est un jeu de mots. Jeu de mots, bien sûr. Avec, érection. Oui. À voir si les Parisiens, eux, sont prêts à se faire baiser. On enchaîne. Oui, depuis jeudi dernier, François Bayrou est vivement critiqué pour avoir jeté sa veste sur l'une de ses collaboratrices. Et oui, alors que d'habitude, il la retourne. Collaboratrice Non, mais non, c'est pas DSK non plus. On enchaîne. Moment d'égarement. Ouais. Précarité étudiante à présent. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a pris une décision pour lutter contre le mal-être étudiant et prévenir les suicides. Elle a donc... Oh là là, attendez, parce que je sens que ça va être complètement dingue cette histoire. Eh bien, elle a... Dites-le parce que je supporte pas le suspense là. Eh bien, Oui. elle a promis la création d'un numéro d'appel d'urgence. Oh la malade. Complètement cinglée. Comme j'aimerais pas être la précarité étudiante, elle doit trop flipper la précarité Tu étudiante. veux te suicider? Envoie Vidal au 8-12-12. Vidal au 8-12-12. International à présent. Au Brésil, la déforestation en Amazonie est au plus haut depuis 2008. Le président Bolsonaro confirme, je cite, que les arbres sont des gros PD d'immigrés drogués à exterminer. On passe à la suite. Justice, Oui. La Cour de cassation a justifié le licenciement d'un manager qui avait organisé un team building dont l'une des épreuves consistait à marcher sur du verre pilé. Sans doute un manager d'Europe 1 qui préparait les futures audiences. Justice encore, on y va. La chasse aux fraudeurs fiscaux est bientôt ouverte sur Internet. Isabelle Balkany vient de fermer son compte Facebook. Et c'était pourtant le seul compte qu'elle avait en France. C'est dommage. C'est dommage. Emploi à présent. Selon une étude réalisée par l'université de Yale lors d'un entretien d'embauche, tout se joue sur vos 7 premiers mots. Rappelons ceux de Christophe Castaner à son entretien d'embauche. Oui, attention. Oh, monsieur Macron, votre braguette est ouverte. Le compte est bon. Quiz à présent. Allez, le quiz. Reconnaîtrez-vous cet homme qui a pris la défense de Roman Polanski? C'est un homme extrêmement bon. Je ne peux absolument pas imaginer ce qu'on lui reproche actuellement. Voilà. Alors, Juliette? C'est Frédéric Mitterrand. Bien joué, Frédéric Mitterrand. Qui prend la défense de Polanski. C'est beau. Oui, c'est beau. et vous savez où j'ai vu cette info? Non. Sur le site de Jean-Marc Morandini. Morandini, Ouais. Polanski, Mitterrand, il manque plus que Michel Fourniret et on est bon. Allez. Ok, protection de l'enfance toujours. Oui, bonne nouvelle, un gamin de 5 ans a été interpellé dans une école avec de la cocaïne. Attendez, parce que pourquoi c'est une bonne nouvelle ça? C'est rassurant de savoir que les enfants de Frédéric Becbédé sont encore scolarisés. Et allez, sur cette bonne base, derrière ce matelas, cette couche d'actualité, nous allons rebondir tout de suite en abordant les sujets plus sérieux avec notre invité Louis-Philippe d'Alembert. Sans transition. Non, là, c'est beaucoup plus sérieux. Effectivement, Haïti est à nouveau en plein chaos. Et c'est peu de le dire, la rue se soulève depuis 2 mois et demi pour dégager son président, Jovenel Moïse, pour sortir de la crise. La paralysie du pays est totale. Les soins, les écoles, les services publics, le commerce sont à l'arrêt et les tribunaux sont fermés. 42 personnes ont perdu la vie rien qu'en 2 mois et demi, parce qu'il y en a eu beaucoup plus depuis plusieurs mois. Et ici, la moitié des gens qui ont été tués l'ont été parce que la police tire à balles réelles sur la population. Rien n'aura été épargné à ce pays, petit par la taille, immense par le courage. Adieu mon petit pays, adieu ma famille, adieu mon île Haïti, adieu ma petite terre. Je me souviens des rues et des nuits de Port-au-Prince, et je suis toujours un étranger à la gare. Raphaël, avec nous pour parler d'Haïti. Louis-Philippe d'Alembert, parmi toutes les crises et les catastrophes qu'a connues Haïti, quelle est la particularité de celle-ci? Comment est-ce que vous l'observez et qu'est-ce qui vous frappe dans ce qu'on appelle les événements très très pudiquement? Oui, ce qui me frappe, c'est en fait les gens sont dans la rue pour 2 choses. Déjà pour combattre la corruption, et ça c'est le plus important. Ensuite, pour combattre les inégalités sociales qui ne cessent de s'aggraver, j'ai envie de dire, au fil des ans. C'est surtout ça. C'est en fait, c'est un pays en crise structurelle, mais là, c'est vraiment un moment où les gens se disent que non, ça ne peut pas continuer comme ça. Mmh. Alors, il y a un reportage notamment de Florence Aumenas qui date du mois de mars, qui nous parle d'une génération fin du monde. Ce sont ces jeunes qui ont 30 ans aujourd'hui, qui sont dans la rue aussi, et qui étaient à peine adultes au moment du tremblement de terre de 2010. Je rappelle 230 000 morts. Vous la voyez comment, cette génération-là? Est-ce que vous pensez qu'elle peut y arriver et que c'est sur elle qu'on peut compter et qu'elle représente un espoir? Parce qu'elle a quand même... Elle avait 20 ans quand il y a eu le tremblement de terre. Là, elle affronte un chaos, une crise encore vraiment très, très, très profonde. Je ne sais pas si elle peut y arriver, mais je sais une chose, elle doit y arriver. Parce qu'elle n'a pas le choix. Parce que c'est un tout petit pays qui m'a peine de la taille de la Belgique, un peu moins, avec 11 millions d'habitants, donc c'est des jeunes qui n'ont
pas d'autres issus qui ne peuvent pas aller aux États-Unis, qui ne peuvent pas aller au Canada parce qu'on ne leur donne pas de visa et qui ne peuvent pas aller ailleurs. Donc forcément, ils sont obligés de se battre sur place pour que cette situation puisse changer. En plus, c'est une génération, si vous voulez, comparativement à la mienne, c'est une génération qui n'a pas connu la dictature. C'est-à-dire que nous, on est nés, on a grandi sous la dictature, donc on avait quelque part un objectif qui était de renverser la dictature. Donc, on y est arrivé. Mais eux, ils n'ont pas connu cette dictature-là, donc ils ont connu, on va dire, entre guillemets, la démocratie. Donc, tous les 5 ans, il y a un changement de gouvernement. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est réduire les inégalités sociales et réduire la corruption dans le pays. Vous dites, les jeunes, ils doivent, je ne sais pas s'ils peuvent, mais ils doivent. 2 des personnages du roman sont jeunes et elles ne peuvent pas non plus... Elles choisissent l'exil, mais elles ne peuvent pas techniquement. Elles n'ont pas non plus accès à des visas et elles passent outre. Elles choisissent une voie illégale. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes haïtiens qui ne voient que cette solution, l'exil? Ils vont où? Ils vont le plus souvent, ils essayent d'abord d'aller aux États-Unis. Donc c'est la première tentative, je veux dire. Après, ils essayent le Canada. Et ceux qui n'y arrivent pas vont essayer la République dominicaine. N'oubliez pas que l'île est partagée en 2, entre Haïti et la République dominicaine, donc clandestinement souvent, pour certains d'entre eux. Et depuis, on va dire, justement, le tremblement de terre, il y en a de plus en plus qui vont au Brésil et au Chili. Donc c'est des pays qui donnent régulièrement des visas aux Haïtiens. Par exemple, un pays comme le Chili a régularisé tout récemment, a proposé plutôt de régulariser près de 200 000 Haïtiens. Donc finalement, il y a eu 130 000, mais c'est énorme pour des pays de cette taille-là. Le Brésil, avec l'arrivée de Bolsonaro, a réduit le nombre de visas, mais avant, il y en avait beaucoup d'Haïtiens qui essayaient de s'installer plus ou moins, mais d'autres qui, pour eux, le Brésil ou le Chili, c'était juste une étape vers les États-Unis ou vers le Canada, où ils ont de la famille souvent, et ils ont l'impression aussi que économiquement, ce serait plus facile pour eux en fait. Louis-Philippe d'Alembert avec nous jusqu'à 18h. Vous écoutez Par Jupiter. Et Constance, il y a une journée mondiale aujourd'hui qui est vraiment taillée pour une chronique, j'ai l'impression. Je crois qu'elle m'attendait. Aujourd'hui, mardi 19 novembre, journée mondiale des toilettes. C'est, je crois, l'équivalent de la Saint-Valentin pour tous les scatophiles. Alors, bonne fête à tous les coprophages. Mais n'oublions pas non plus de souhaiter une bonne fête à tous ceux qui s'investissent au quotidien pour faire sortir du caca, en plus de par leur cul, par leur bouche. Oui, bonne fête aux gens qui disent bien de la merde. Et ça fait beaucoup de monde. Spéciale dédicace aux gens qui disent devant un poney et un cheval dans une pâture à leur gosse: regarde Benjamin, comme c'est joli, c'est une jument et son petit poulain. Alors que la jument, elle a une énorme bite. C'est d'ailleurs assez étonnant, cette journée mondiale des toilettes, qu'elle n'ait pas été regroupée avec celle d'après-demain, à savoir le 21 novembre, journée mondiale de la télévision. Certainement trop de matière fécale dans la même journée, ça devait déborder. Bim, chronique engagée, artiste en colère, tremble société. Mais arrêtons de tourner autour du pot, si je puis me permettre l'expression, et parlons concrètement, parlons water, WC, petit coin, cabinet, wawa, chiotte, lieu d'essence, puisque nous passons en moyenne 3 ans de notre vie aux toilettes, alors que nous ne passons que 115 jours à rire, ce qui prouve bien que trop souvent dans la vie, on se fait bien chier. Au cours de notre vie, nous produisons en moyenne 40 000 litres d'urine et 5 tonnes d'excréments. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur cette planète et à part Ariel Dombal, tout le monde chie. Ce qui signifie qu'il faut arrêter de chier, sinon on va tous mourir noyés dans nos excréments. Non, pas de panique, car béni soit le tout à l'égout, gloire aux stations d'épuration, louons les kilomètres d'autoroutes souterraines, véritable parc Astérix pour nos petits caca. Personnellement, j'adore aller aux toilettes. Pas que je sois particulièrement fascinée par Messel ou les œuvres de Jacob et de Lafont, mais plus parce que je trouve que c'est le dernier endroit où on est peinard. Les toilettes, c'est un petit bunker à la bridée. On mange quoi ce soir? T'as pensé à laver mon pantalon de judo? Mais je le trouve pas. Maman, le chat, il a vomi dans mon cartable. Quand on est sur le trône, on peut, l'espace de quelques minutes, être roi ou reine d'un petit royaume fait de faïence et de papier triple épaisseur, où il fait bon vivre, enfin, à l'abri des gens qui n'ont honte de rien et où le travail en retard peut bien attendre encore un petit peu. On peut, pendant ce précieux fragment de temps suspendu, enfin oublier l'entrave permanente des chaînes que le quotidien et la réalité serrent bien trop fort autour de nos cous.
C'est pourquoi il faut sans culpabilité profiter de cette éphémère pause pour oublier les hurlements du monde agonisant et notre absurde condition humaine. Pardon. J'ai beaucoup chié en lisant les grands auteurs. J'ai pété en savourant du Baudelaire. J'ai pissé en comprenant du Victor Hugo. Et j'ai même eu la chiasse en adorant du Simone de Beauvoir. Allez, poésie quand tu nous tiens. Il y a dans ce monde encore 2,4 millions de personnes qui n'ont pas accès aux toilettes et donc à la littérature, et c'est révoltant. Alors lançons un grand mouvement révolutionnaire pour l'accès libre et illimité aux toilettes pour tous. Au lieu du cri égoïste qui dit « c'est occupé », ouvrons grand les portes des WC en criant « c'est libre, libre !» Constance, il n'y avait vraiment que vous pour manier avec délicatesse ce sujet, effectivement. Et on remercie les effets sonores, bien sûr, à la technique Rémi Sistiaga, à la réalisation François Audouin, parce que je pense qu'il a... C'est une réalisation. Il y a une réalisation derrière. Louis-Philippe d'Alembert, on va revenir à la littérature. Surtout, restez avec nous, ainsi que vous, chez vous. Nous j'attends pour nous, respectez-nous. Nous j'allais parfait. J'attends pour nous, respectez-nous. Si nous pas fait nous-mêmes, mais n'y pas tout fait pour nous. Oui, nous j'allais parfait. J'attends pour nous, réveillez-nous. C'est oui, nous j'allons parfait. Attends pour nous, réveillez-nous. Nous j'allons parfait. Attends pour nous, réveillez-nous. C'est nous pas fait nous-mêmes, mais gagnez pas fait pour nous. C'est oui, nous j'allons parfait. Attends pour nous, respectez-nous. Nous j'allons parfait. Attends pour nous, respectez-nous. Si nous pas fait nous-mêmes, il n'y a pas tout fait pour nous. Respectez-nous, Pascal Danaé, pour rester dans les Caraïbes, avec Louis-Philippe d'Alembert qui nous accompagne, qui publie Mur Méditerranée, un roman paru chez Sabine Vespizer, éditeur, prix de la langue française récemment, au mois d'octobre. Et puis deuxième prix Goncourt des lycéens. Donc ça veut dire quelque chose. Et puis choix Goncourt de la Pologne, choix Goncourt de la Suisse. Il y a vraiment que la France qui n'a pas... Vous étiez dans la liste
On dit quoi, la shortlist ? La première. La première liste. La première liste du concours. Mur Méditerranée, on va y revenir tout à l'heure, bien sûr, Louis-Philippe d'Alembert, notamment avec Clara Dupont-Mono. Il y a aussi Constance, il y a bien sûr Juliette qui co-anime aujourd'hui, et il en manque un, c'est qui ? C'est moi. Ah, c'est vous, c'est Guillaume Meurice. Oui, eh bien les Français aiment leur mère, figurez-vous. Mère, M-A-I-R-E, parce que sinon leur maman, je dirais que ça dépend. Les enfants de Sibeth Ndiaye, par exemple, sont pas dingues de leur mère. Ils mangent des sandwichs au fioul depuis Lubrizol là, pour prouver qu'il n'y a pas de danger, donc ils en ont un petit peu ras-le-bol. Alors, à ne pas confondre non plus avec Jean-Claude Gaudin et Gérard Collomb, qui sont mères, mais avec des physiques de grand-mère. Vous voyez, c'est un petit peu technique. Eux, quand ils se représentent en disant « je remets une couche », c'est au sens littéral. Ils remettent une couche, donc il faut faire très attention. Mais là, mère, donc on parle vraiment du premier représentant d'une commune, voilà, pour faire vite. Alors, il y en a près de 35 000 en France, et ils se réunissent en ce moment dans leur congrès annuel où je suis allé ce matin. Alors, il manquait quand même mon maire préféré, Patrick Balkany. Oui, il est retenu pour des raisons de santé, si j'ose dire, pour faire un petit peu d'humour, parce qu'on en a besoin. On embrasse notre Nelson Mandela des Hauts-de-Seine, et on salue Isabelle qui a repris le poste. Pourquoi j'en parle ? C'est parce que les femmes à des postes de maire, c'est 16% en France, donc c'est pas dingo. Alors, je suis allé questionner le rôle des femmes dans la politique locale. Je suis maire depuis 22 ans et je n'ai pas encore décidé si je me représentais aux élections futures. Oui, c'était ma question d'après. Mon épouse ne le souhaite pas. En réalité, il faut que je négocie avec mon épouse, oui. Il faut que vous choisissiez entre votre commune et votre femme. Oui. Je vais peut-être quand même reprendre le collier pour quelques années. Allez hop, le choix est fait, terminé. Ça, c'est de la négociation. Si le GIGN nous écoute, là, voilà, c'est une belle leçon. Alors, c'est pas Pascal le grand frère, c'est Pascal le grand-père. Ça, c'est bien. Alors, qu'en est-il dans sa commune, à lui ? Non, mais la place des femmes, moi, je souhaite qu'elle soit l'égale de la place des hommes. Mais on a du mal à faire bouger les lignes. Là, j'ai plein de candidates futures, intelligentes, voire même mignonnes. Il faut être mignonne quand on est une femme et qu'on fait de la politique ? Bien sûr que non, c'est ma façon à moi de valoriser la femme. Voilà, ça je dirais chacun sa façon de valoriser la femme, intelligente, voire même mignonne. C'est pas du Alfred de Musset, mais chacun son style. J'en ai trouvé d'autres, des maires dans d'autres styles. Il y a des maires qui sont pour la parité en politique. J'étais député, quand j'étais député, j'ai voté la parité. Ouais. La parité, pas pour que les femmes puissent occuper des rôles, pour que les hommes puissent continuer à exister. Parce que nous allons disparaître, les hommes. Donc la parité, c'était pour défendre les hommes. J'ai pas compris la logique, là. Et oui, les femmes gagnent du terrain, et il n'y aura plus d'hommes au pouvoir. Ah oui, vous voulez la parité parce que vous voulez 50% d'hommes. Bien sûr. Ah, pas con. Non, attendez, c'est pas con, le gars, il a anticipé. Il sait qu'on va se faire grand remplacer par les femmes, que l'ennemi est un ennemi intérieur. C'est du génie, il a pensé même au-delà de Zemmour, c'est assez incroyable. Et il a raison, regardez aujourd'hui. Heureusement que vous êtes là, Louis-Philippe, parce que sinon j'étais seul face à elle. Merci du soutien. On est là, on se serre les couilles, comme on dit. Allez. Alors, la parité au conseil municipal, la loi, en fait, pour les communes de 1000 habitants, c'est obligatoire, la parité. Et ça, ce maire-là, il est bien au courant. On est juste au-dessous de 1000, donc on n'a pas la parité. Donc c'est super pour nous. On ne prend pas de femmes, on n'est pas obligé. C'est le top. Et alors, si vous... Et on ne veut pas augmenter la population pour ça. Et comme ça, à moins de 1000, on est peinard, ils nous emmerdent pas trop, ils nous laissent tranquilles. Pourquoi vous voulez pas de femmes au conseil municipal ? Bon, parce que c'est la galère. J'en avais 2 la première fois, au premier mandat. Elles m'ont pourri la vie. Oui, de toute façon, elles savent faire que ça. Elles disent qu'elles donnent la vie, mais si c'est pour la pourrir derrière, ça sert à rien. Pauvre maire qui doit virer des gens de sa commune pour pas qu'elle fasse plus de 1000 habitants. Vous imaginez le truc ? Non, nous, on prend pas de migrants. Non, on n'est pas raciste, c'est juste qu'on n'aime pas les femmes. Ah bon, d'accord. Pauvre. Allez, on continue avec le peu de femmes mères. Non, ils sont plus nombreuses que nous. Vous vous souvenez pas de 1946, vous n'étiez pas nés. Vous, 46, on a donné le droit de vote aux femmes. Après, ils ont eu le droit au compte en banque et maintenant, on les retrouve commandant de bord dans les avions. Et en politique, elles sont majoritaires. C'est 16% dans l'ensemble de la France. Oui, mais on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Là, le chiffre, il dit 16%, quoi. Ah, mais c'est pas le chiffre qui le dit, c'est vous. Moi, je dis le chiffre parce que c'est les statistiques. Vous l'avez lu, mais vous n'avez pas fait le calcul. Ah mince, c'est vrai. Vous pensez que c'est plus, alors ? Ah, bien sûr. Ah merde, oui, c'est vrai, j'ai pas fait le calcul moi-même, en fait. J'ai pas compté les 35 000 communes. Alors, là, coup de bol, je tombe sur un maire qui est statisticien et qui, à mon avis, a bien fait le boulot. Bon, il est statisticien en freelance, Il fait ça sur son temps libre. Il a pas le CAP, mais c'est plutôt sympa. De toute façon, les chiffres, c'est de la merde. Ah, mais moi, je regarde pas les chiffres. Moi, je regarde la vérité. Que les chiffres, c'est que les politiciens qui ont inventé les chiffres, ou les journalistes, les médias. Mais quand on regarde la vérité, on sait que ce sont les femmes qui mènent le monde. Vous voyez comme quoi, je savais pas. Voilà, il faut voyager, il faut regarder. Vous faites des statistiques comme ça un peu à vue d'œil ? Ah non, ce sont les miennes, ça. Oui, c'est vos statistiques à vous. C'est comme ça un peu au pif, quoi. Ah, c'est pas du pif. Non. C'est la vérité vraie, la vérité réelle. La vérité réelle, celle qui veut que les hommes ne veulent rien céder, vous avez vu, à leur hégémonie. Celle qui veut que c'est pas l'homme qui prend la mairie, c'est la mairie qui prend l'homme.
Celle d'un pays où l'on aimerait saluer plus souvent la victoire des mairesses et la défaite des maires. Guillaume Meurice, merci beaucoup. Vous avez fait votre chronique à côté d'un féministe de la première heure. Ah oui, alors il y a un petit peu de travail. N'est-ce pas? Louis-Philippe d'Alembert, qui publie Mur Méditerranée. Juliette Arnaud, cela vous a inspiré le choix du deuxième sujet. Le Midi Libre nous raconte, je fais mon petit Claude Askolovitch, le Midi Libre nous raconte l'histoire d'Ibrahim, jeune Ivoirien exilé qui, ayant trouvé refuge à Montpellier, est reconnu par l'homme, médecin italien, qui l'a soigné et accueilli lors de son arrivée catastrophe à Lampedusa 2 ans plus tôt. Parfois, les histoires des migrants sont pleines d'espoir. Sauf que, bien sûr, cela nécessite la présence d'une belle âme. Et tout le monde n'en est objectivement pas équipé. Allez, viens avec moi. Comment ça, viens avec moi? Tu vas sur le bateau pour les aider, les accompagner jusqu'au tentes médicalisées. Ah non, je peux pas. Le courage, on a besoin de tout le monde ici. Non. Oh, je peux pas monter sur ce bateau. Fais un effort une fois dans ta vie, merde. Non, mais j'aurais adoré les aider, mais j'ai pas envie de choper une saloperie. Alors retourne maintenant dans la voiture. T'es un minable, Romain. T'es pitoyable. Voilà, c'était le film Superchondriac 2 et avec Danny Boone, et vous aurez reconnu Kad Merad. Alors, on a choisi cet article, Louis-Philippe, parce que ce médecin italien, il nous a rappelé tous ces gens qui aident à Lampedusa, les toubibs, les gens qui bossent dans les ONG, les curés. Bon, bah là, en même temps, c'est un peu la moindre des choses, c'est leur boulot, curés. Les toubibs, les agents administratifs, les maires, etc., etc. Et vous avez passé 1 mois à Lampedusa, et vous avez rencontré des tas de gens comme ça qui vous ont donné une partie de l'histoire. Et en plus, vous dédiez votre livre, enfin la deuxième dédicace de votre livre, la première est pour Angela Merkel, et la deuxième, vous écrivez... provocateur. Vous écrivez aux amis de Lampedusa qui se battent pour redonner leur dignité aux vivants comme aux morts. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, tous ces gens? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, en plus de la matière pour le livre? Ce sont des gens formidables, je trouve, d'abord, parce que juste pour donner un exemple, il y a parmi ces associations d'accueil des réfugiés des gens qui vont passer 2 ans ou 3 ans à enquêter pour trouver juste les traces de morts qui sont arrivés sur la rive et de retrouver les noms et les prénoms et pour pouvoir mettre ces noms-là sur une stèle. Et ils vont passer 2-3 ans à enquêter là-dessus. Donc je trouve ça formidable. Je suis tombé par exemple aussi sur un vieux pêcheur de plus de 80 ans qui me disait que moi, écoutez, quand je partais, il y a de ça une 40aine d'années, pêcher, parfois, je rencontrais une intempérie, j'atterrissais en Tunisie. J'étais recueilli par les gens qui me nourrissaient pendant 1 semaine, qui m'aidaient à réparer mon bateau, et puis je repartais. Et du coup, lui, il a trouvé ça normal aujourd'hui de tendre la main à son tour. Et il me racontait des histoires en me faisant voir sur son iPhone des photos de ses petits-enfants, comme il les appelle, parce que toutes les filles, souvent des Érythréennes, qui ont été accueillies chez eux, donc chez lui et chez sa femme, qui sont parties ensuite en Suède ou en Allemagne ou en Angleterre, à chaque fois qu'elles accouchent, elles reviennent avec l'enfant pour qu'il leur donne, comment dire, la bénédiction. Et il trouvait ça formidable. Il m'a dit, j'ai plein de petits-enfants. Donc c'est des gens extraordinaires. Et le médecin dont vous avez parlé tout à l'heure, Pietro Bartolo, et c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup. Et c'est en lisant ce qu'il avait écrit que j'ai pu avoir quelques détails. Par exemple, les gens qui sont morts dans des bateaux et qui ont fait naufrage, comment il arrivait à savoir que ces gens-là étaient morts noyés en restant prisonniers des cales, c'est en regardant la pointe de leurs doigts qui étaient tout noirs, ou bien sous les ongles de la peinture du bois, parce qu'ils essayaient de gratter pour sortir. Et là, c'est vraiment des gens formidables. Vous avez parlé du prêtre aussi, il y a un curé qui s'appelle Don Carmelo La Magra, qui est la magra, veut dire la maigre, c'est assez rigolo parce qu'il est assez corpulent. Donc, mais c'est quelqu'un extraordinaire. Et quand il y a des gens qui sont un peu du côté de l'extrême droite, on va dire de la Lega Nord, qui lui disent, oui, mais écoutez, vous ne pouvez pas mettre ces gens dans l'église, ces gens-là viennent ou sur le parvis de l'église ou dans l'église même. Il dit, écoutez, vous savez, moi, la maison ne m'appartient pas, je suis juste le gardien de la maison. Si vous voulez porter plainte à son propriétaire, le monsieur qui est là-haut. Donc, c'est quelqu'un d'extraordinaire à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le médecin italien qui est dans l'article du Midi Libre, il dit la même chose que vous. Il dit que il est un fils de pêcheur lui-même, et donc il a été élevé dans la tradition, dans l'idée que la Méditerranée, c'était un pont.
Et c'est devenu une muraille infranchissable. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont le réflexe des gens de mer, et lui, il a une histoire aussi formidable, il est d'une famille nombreuse, et c'est le seul qui a fait des études aussi poussées, et il a su, par la suite, d'après ce que j'ai appris, que ses parents ont tiré au sort pour que l'un des enfants aille dans le Nord, fasse des études, et il a appris beaucoup plus tard que en fait son père avait triché, son père voulait que ce soit lui qui fasse les études en fait. Voilà, et donc nous sommes partis de cette histoire dans le Midi Libre où un réfugié a retrouvé Ibrahim, 2 ans après dans un festival de cinéma à Montpellier, ouais, effectivement. Louis-Philippe d'Alembert, donc vous publiez Mur Méditerranée, eh bien parlons du texte avec Clara Dupont-Mono. Ah mais vous êtes notre actualité parce que c'est un peu ce coup de poing en forme de roman, donc Mur Méditerranée, de Louis-Philippe d'Alembert. Alors, on l'a dit, mais bref rappel, ce roman raconte le périple de 3 femmes qui veulent atteindre, je cite, une forteresse inexpugnable, c'est-à-dire l'Europe. Il y a la Nigérienne Shoshana, qui fuit la faim. Nigériane. L'Érythréenne Semar, qui, elle, fuit la dictature. Et puis, il y a Dima, dont la maison et la mémoire ne sont plus qu'un tas de gravats, et qui fuit sa ville natale de Alep, en Syrie. On les suit donc depuis le départ jusqu'à l'arrivée à Lampedusa. On va être dans un pick-up lancé à pleine vitesse dans le Sahara, sous un entrepôt atroce en Libye. On va être sur un bateau évidemment chargé de 750 personnes et qui coule. Je trouve que votre force, c'est d'avoir fabriqué un livre passerelle. Un livre qui nous rapproche du ressenti de ces femmes. Parce qu'on a beau être plein d'empathie, il n'empêche qu'une Nigériane, c'est quand même loin de nous, qu'une Érythréenne, on ne sait même pas ce qu'elle mange, et pour une Syrienne, on n'a objectivement aucune idée de ce que ça veut dire que d'avoir notre maison natale qui est réduite en poussière. Donc ces 3 expériences de vie que sont ces femmes, ce sont aussi initialement 3 gouffres, en fait, avec nous. Et vous, ce que vous arrivez à faire, c'est que vos mots dessinent des traits d'union. C'est-à-dire que chaque fois, vous ciblez le point de concordance avec nous. Je vous donne un exemple. Shoshana, elle adore la série Game of Thrones. Bon, bah là, nous, ça nous parle. Non, mais c'est vrai. Sa meilleure amie, qui s'appelle Rachel, elle ponctue toutes ses phrases de « bordel de merde ». Ça nous arrive aussi régulièrement. Semar, elle adore nager. Dima, elle ne pense qu'à l'avenir de ses 2 fillettes, qu'elle appelle « mon cœur » et « mon chaton ». Et du coup, vous n'êtes pas tendre avec notre bonne conscience occidentale. Parce que vous lui mettez sous le nez des semblables, des identiques. Et du coup, vous la secouez. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous n'essayez pas de faire joli. C'est-à-dire que parfois, les passerelles entre vos femmes et nous, eh ben, elles peuvent être négatives, parce que ce qui nous relie n'est pas toujours glorieux. Alors ainsi, Dima, la Syrienne, elle déteste Shoshana à cause de la couleur de sa peau. Elle l'apparente à un singe, et c'est là où on se rend compte que la bêtise est peut-être la valeur la plus partagée par tous les terriens. Et j'ajoute que Dima est la seule femme qui a des enfants, et cette maternité ne la rend pas spécialement gentille. Et ça, bah oui, ça nous change un petit peu. Et en fait, ce que vous dites en creux, c'est que c'est pas parce que ce sont des femmes qu'il faut tout repeindre en rose. Et c'est là où, pour moi, c'est un vrai roman féministe. Parce qu'il montre les femmes dans leurs carences, dans leurs failles, parfois individualistes, comme le serait n'importe qui peut enfin manger après 36 heures de jeûne, ou abandonner sa meilleure amie pour enfin pouvoir gagner l'Europe. Alors, il se trouve que j'ai trouvé votre meilleur ami, parce que je suis sûre que parfois vous vous sentez un peu seul. Il s'appelle Daniel Defoe, et c'est le créateur de Robinson Crusoe. Et il se trouve qu'en 1722, il a pris un risque. Il a publié un livre qui s'appelle Moll Flanders. Et ce roman est considéré comme le premier roman féministe, parce qu'il est la voix de Moll Flanders, qui était une femme décoiffante et décoiffée. Elle fut 12 ans catin, 5 fois une épouse, dont une fois celle de son propre frère. Elle s'en est rendue compte après. Elle a été emprisonnée 8 ans parce qu'elle était voleuse, et elle a terminé très très riche et très très vertueuse. Eh bien, vous faites avec vos héroïnes, comme Daniel Defoe a fait avec Moll Flanders. Vous n'essayez pas de les embellir. Et moi, j'ai entendu la voix de Moll Flanders à chaque page de votre livre. Dima qui pourrit son mari, elle n'est pas tendre avec lui. Shoshana qui, écrasée dans la cale du bateau, sort les griffes. Semar qui a une formation militaire, parfois c'est un soldat qui fait presque peur. Et bien à chaque fois, c'est Moll Flanders qui bataille, qui fléchit, qui redresse la tête, qui pleure et qui vole des montres, qui prie et qui croque les hommes. Et à la fin de votre livre, on a envie de remercier ces 3 mousquetaires avec un E, parce qu'elles sont
sont un magnifique manifeste du biscotto féminin. Je vous redonne les références. Louis-Philippe d'Alembert, Mur Méditerranée chez Sabine Vespizer, éditeur, et Moll Flanders de Daniel Defoe est paru en folio. Merci Clara Dupont-Mono. Merci. On peut vous réécouter en podcast si jamais vous avez pris en cours cette chronique. Ne ratez pas cette chronique et ne ratez pas le roman de Louis-Philippe d'Alembert. Quelque chose à ajouter ou tout est... Je suis sans voix. Mais je voulais dire juste une chose, pardon, vu le cadre de l'émission, il y a quand même chez ces femmes donc, du courage, de la détermination, mais beaucoup d'humour aussi, chez Shoshana par exemple, ou chez son amie Rachel. Il y a le cheap aussi. Oui, ça. Tiens, c'est la première femme occidentale qui le fait aussi. Qui arrive à chipper. Je suis pas peu fière. Louis-Philippe d'Alembert, abordons rapidement cet autre sujet, car l'état d'avancée d'une civilisation se mesure aussi à l'état de ses latrines. C'est pourquoi cette journée mondiale des toilettes, c'est marrant sur le papier, mais c'est très sérieux quand on regarde hors de nos frontières. C'est une question de survie pour les 3/4 de la planète. Tandis que chez nous, on a trouvé un article de presse ce matin qui met en garde sur l'utilisation du smartphone au petit coin. C'est nos préoccupations à nous, voilà, chacun les siennes, écoutez. Pour ça, on vous conseille la méthode plutôt Jean Rochefort. Voilà. Moi, j'aime me lever tôt, avec la lumière, aller pisser, dehors, contre un arbre, sentir un petit vent frais autour du gland. Putain, pisser contre un arbre et l'embrasser après. Il nous manque Jean Rochefort. J'ai toujours rêvé d'être un gangster, le film de Samuel Benchetrit. Alors cet article n'a pas énormément d'intérêt, je vous le cache pas, on ne dira pas où on l'a trouvé. Voilà, il nous dit qu'avec le smartphone, on risque de rester plus longtemps que nécessaire aux toilettes et qu'on n'est pas complètement concentré sur ce qu'on fait pour ça. Et puis qu'il y a une question d'hygiène, de dépôt de bactéries sur le smartphone. Voilà où on en est. Sans compter quand il tombe dans la cuvette, quand on l'a dans la poche arrière. Bah oui. On a peu de temps pour aborder ce sujet de fond, je dirais. Je sais que vous n'avez pas de portable, donc vous n'avez pas de problème. Ça ne risque pas de m'arriver. Mais on est tellement passionnés par votre roman qu'on voulait aussi vous demander, les réfugiés dans votre roman, au fond de la cale, ils n'ont pas de toilette, mais ils ont un portable. Et la question des latrines, elle a un rôle dans le récit. Oui. Lequel ? Oui, elle a un rôle parce que, en fait, les gens finissent par vivre dans leurs excréments presque pendant les 3 jours. Il y en a qui n'arrivent pas à se retenir. Et l'odeur, c'est quelque chose qui est presque aussi oppressant que l'obscurité, presque aussi oppressant que la cale dans laquelle il se trouve. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours... C'est la question que je me suis toujours posée pour des gens qui voyagent de cette façon-là. Et c'est la première question que je me pose. Où se trouvent les toilettes ? Comment ils font ? Et puis finalement, il n'y en avait pas. Et puis pour le reste, on vous renvoie à ce roman qui a donc une valeur documentaire. Vous êtes renseigné jusque-là, jusque dans les chiottes, on peut dire. Tout à fait. Louis-Philippe d'Alembert, on va vous soumettre au feu des questions de Juliette Arnaud pour un questionnaire de Parjupy-Proust. Très gentil, vraiment très gentil questionnaire. Alors on commence par une question toute simple. Sur l'échelle du voyage, qui va de 0 à 10, 0 étant Marcel Pagnol et 10 Jack London, vous vous situez à combien ? 44 ? On va dire 57. Non, parce que c'est vrai que vous avez largement autant voyagé que Jack London, honnêtement. Oui, j'ai quand même beaucoup voyagé. Quand même. Lajli a envoyé son film Les Misérables à Emmanuel Macron, qui n'y a pas été insensible. Alors, à qui voudriez-vous envoyer votre livre ? Au même. Ouais. Toujours pareil, toujours Emmanuel Macron. C'est bon, j'ai l'adresse. Pour quel dictateur vivant avez-vous un brin d'affection ? Fidèle, c'est trop facile et en plus il est mort. C'est ce que j'allais dire. Non, trop facile. Mais vraiment, j'avais un brin d'affection pour celui-ci. Vivant, non, je n'en vois pas. Personne, très bien. Question Frédéric Fromet. Est-ce que vous attendez, Angela Merkel ? Non, c'est pas une dictatrice. Ah non, oui, pardon, dictatrice. Oui. Non, pardon. Parce que c'est vrai qu'elle est vivante, mais elle est politique en général, parce que vous dédiez le livre. Alors ensuite, une question Frédéric Fromet, c'est-à-dire une question à base de jeu de mots. Est-ce que vous accepteriez de tourner avec Spielberg pour pouvoir dire la réplique culte suivante : Haïti, maison ? Oh, vous êtes type de pas répondre. Très bien. Question subsidiaire de Frédéric Fromet. Si vous habitiez Paris, voteriez-vous pour Rachida Dati ? Ah ouais, on est sur un gros niveau. Voilà. Louis-Philippe d'Alembert. C'est la première fois que je voterai contre Haïti. Bien joué. Louis-Philippe d'Alembert, pouvez-vous nous citer le théorème de d'Alembert ? Parce que moi je peux. C'est la première fois qu'on me l'a fait. Ça, je m'en souviens pas du tout. Alors, c'est très simple. Tout polynôme non constant à coefficient complexe admet au moins une racine complexe. Qu'est-ce que cela vous évoque ?
J'ai des racines complexes, effectivement. Pas de bol, vous êtes chef de la France et vous êtes obligé de privatiser. Que choisissez-vous de privatiser d'abord? L'éducation nationale, les passages piétons ou France Inter? Il y a un suspense. Oui, je dirais France Inter. Et allez, c'est encore pour nous. La À dernière. choisir, vous préféreriez être arabe, juif, homosexuel, gros, femme ou noir? J'aime bien ce que je suis. Mais cela dit, de temps en temps, je me demande si j'étais femme, qui je serais. Je sais Quelle pas. femme? Oui. Louis-Philippe d'Alembert, merci infiniment et merci pour ce mur Méditerranée, Louis-Philippe. On se quitte, c'est la fin de l'émission. Merci à tous. Et puis demain, on reçoit Lou Doyon. Loulou 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 Oui, c'est moi. Si je vous parle des occasions éphémères BMW, vous voudrez sûrement en savoir plus. Alors je vous dirais que c'est 3 ans de contrat d'entretien offert, 3 ans de garantie et un financement sur mesure sur une large sélection de voitures récentes certifiées BMW Premium Select.